Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je m'appelle Marwan Merri, effectivement j'ai 49 ans, pour celles ou ceux que ça intéresse, voilà, marié, 3 enfants, voilà, et dans la vie effectivement je suis négociateur, comme Tatiana que je salue de nouveau ici. Donc mon job c'est d'intervenir sur des situations sensibles, complexes, impliquant des cas critiques, donc tout ce qui est kidnapping et rançon, extorsion, suicidaire, des négociations commerciales à fort enjeu, beaucoup de conflits sociaux, parce que vous savez en France on est un peu les champions du monde de la grève, des relations diplomatiques et tout ce qui touche également à la relation patient, donc face à des patients qui souffrent de maladies chroniques et qui refusent de prendre leur traitement. Donc on s'inscrit dans la lutte contre l'inobservance thérapeutique. Ça vous parle ça ? Donc vous avez des patients qui souffrent de maladies chroniques et qui vont refuser d'adhérer à la prescription médicale pour différentes raisons. Leur état va se dégrader et tout ça, pour votre information, ça coûte très cher puisque ça coûte à peu près 10 milliards d'euros par an à la sécurité sociale. Voilà. Alors, évidemment, sans grande surprise, moi je vais vous parler de négociation. Pendant le temps qui nous est imparti, je vais faire un peu le prolongement de Tatiana. Je voulais commencer par une première question. Est-ce que vous négociez ? Ouais, tout le temps ? Ouais, tous les jours ? Oui. Alors oui, effectivement, on négocie tous au quotidien, que ce soit dans la sphère professionnelle ou personnelle. Pourquoi ? Parce qu'on est tous amenés à gérer du conflit. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la négociation naît du conflit. En l'occurrence, sans conflit, il n'y a pas de négociation. Et est-ce que vous aimez le conflit ? Non, pas trop. Alors, mais du coup, je vais vous réconcilier tout de suite avec le conflit parce que le conflit, il est inhérent à l'homme. Et le conflit, en fait, quelque part, c'est bien. On va dire du moins, c'est naturel. Le conflit, c'est simplement l'expression d'un désaccord et c'est normal qu'on ne soit pas tout le temps d'accord. On est d'accord ? Parce que si on était d'accord avec tout le monde serait un enfer, puisqu'on changerait d'avis à chaque fois que quelqu'un a une nouvelle idée. Donc c'est normal, en l'occurrence, de ne pas être d'accord. Le problème, c'est que si vous n'assumez pas le conflit, vous allez vous soumettre à l'autre et vous allez être frustré. Ce qui va vous permettre effectivement de ne pas atteindre votre objectif. À partir du moment où vous assumez le conflit, vous allez rentrer dans une phase d'opposition. Et après, il y a différentes manières de gérer un conflit. Et la méthode la plus vertueuse de gérer un conflit, en l'occurrence, ça reste la négociation. C'est pour ça que la négociation est un outil de gestion de conflit. Encore une fois, sans conflit, vous palabrez, vous pérorez, ça peut être de la joute verbale, vous essayez de convaincre l'autre, tout ce genre de choses, mais en l'occurrence, on n'est pas sur de la négociation. Donc encore une fois, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la négociation naît précisément du conflit. Et on négocie tous au quotidien. Alors, dans la négociation, évidemment, on pourrait en parler pendant des heures et des jours. Ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est qu'il existe une centaine d'invariants. Voilà, une centaine de grands principes qu'on peut appliquer dans tout type de négociation, qui sont à la fois des garde-fous et qui nous permettent de structurer au mieux nos négociations. Donc sur cette centaine, j'ai choisi d'en partager 3 avec vous, si ça vous va bien, et encore une fois, qui s'appliquent à tout type de négociation, que vous soyez sur des enjeux qui peuvent vous dépasser par moment, ou simplement des petites négociations du quotidien. Le premier point, c'est que le gain perçu prévaut toujours sur le gain réel. Toujours. Et je vous mets au défi de me donner une exception, ça n'existe pas. Donc qu'est-ce que j'entends par là ? En d'autres termes, ce que vous accordez gratuitement en négociation n'a aucune valeur, aucune espèce de valeur. Et je vais volontairement utiliser une notion pléonastique, ce que vous donnez gratuitement n'a aucune valeur pour l'autre. Je prends madame au premier rang par exemple. Dans le cadre d'une négociation purement transactionnelle, voilà, purement financière, si je devais lui demander, excusez-moi, est-ce qu'il est possible d'avoir 10% de remise ? Et qu'elle me répond oui, je vais me dire quoi ? J'aurais dû demander 20, on est d'accord. Maintenant, regardez, si je me bats pendant 4 heures pour obtenir 1%, je serais 1000 fois plus satisfait que d'avoir obtenu 20% d'un claquement de doigts. Tout ça pour vous dire une chose, c'est que le gain perçu, voilà, donc les 1%, peuvent prévaloir sur effectivement les 20% potentiels, à partir du moment effectivement où vous êtes bon en négociation. Et pourquoi je vous dis ça ? C'est qu'il y a un principe de base, c'est que plus les gens se battent pour obtenir quelque chose, plus ils valorisent le gain. Pourquoi, encore une fois ? Parce que regardez, ce que vous leur accordez gratuitement, encore une fois, n'a aucune valeur pour l'autre. Et dites-vous bien une chose, c'est que en négociation, on dit souvent qu'on ne cède jamais sans contrepartie. Mais en fait, qu'est-ce que c'est les contreparties ? Finalement, c'est de la valeur que vous allez accorder par moment à des concessions que vous allez pouvoir faire. On est d'accord ? Et les contreparties, ce sont des barrières que vous allez ériger face à de nouvelles demandes. Plus c'est difficile pour vous, donc du moins pour l'autre, d'obtenir quelque chose auprès de vous, plus ça va limiter ses velléités futures. C'est pour ça qu'encore une fois, ce qui compte, encore une fois, c'est le gain perçu et non pas le gain réel. Et pourquoi ? Parce que derrière tout ça se cache finalement l'asymétrie de l'information.
Regardez, je vous projette sur une toute petite situation, enfin qui était grosse à l'époque. Ça s'est passé l'été dernier, donc j'étais sollicité sur un kidnapping à Homs en Syrie. Donc vous avez un Jordanien de 17 ans qui habite dans le gouvernorat de Mafraq, je ne sais pas si ça vous parle. Donc c'est le nord de la Jordanie, donc au sud de la Syrie. Donc on est à la frontière. Et en fait, son car, c'est un car de travailleurs, il va être tapé à Homs, donc en Syrie. Vous avez une demande de rançon, je vous la fais très très courte, de 15 000 $, qui va être assez faible, voilà, pour sa libération. On est d'accord sur une chose, c'est que le ravisseur ne connaît pas mon mandat, ne connaît pas finalement le point de rupture de la famille, jusqu'à combien la famille est prête à payer pour la libération de son fils. Alors vous allez me dire, mais on ne peut pas troquer un humain contre de l'argent, mais quand finalement une famille est dans le besoin et qu'elle a des moyens très très limités, son mandat sera évidemment très limitant. Donc le fait que le ravisseur ne connaisse pas, en l'occurrence notre mandat, qui était très 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 faible, va provoquer une asymétrie de l'information. Comment lui passer, parce que finalement on est passé de 15 000 $ à 2 000 $, comment on arrive finalement à lui faire accepter une solution dégradée? Ben, c'est toute la valeur, voilà, qu'il va percevoir finalement dans la négociation. Ce qui est pas important, ce qui est important finalement, c'est pas ce qu'on va accorder, même s'il y a peu de rançon, pour votre information, c'est finalement la valeur perçue derrière tout ça. Plus il va se battre pour obtenir quelque chose, même si c'est très faible au final, plus il va valoriser le gain. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais partir avec vous. Le deuxième point, c'est qu'en égo, il faut toujours différencier la position de l'objectif et de l'enjeu. Okay, et c'est ce que disait Tatiana avec ses propres mots, quand elle disait que finalement, derrière les demandes, les besoins sous-jacents, voilà, sont rarement exprimés. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que vous disait Tatiana il y a quelques minutes, et on est en plein dedans. La position, c'est quoi finalement? C'est ce qui va être exprimé par la partie adverse. Quand je dis la partie adverse, c'est votre interlocuteur. Adversere en latin qui veut dire interlocuteur. Derrière tout ça, il est nécessaire de comprendre l'objectif, qui est quelque part une sorte d'espoir de gain, ce qu'il cherche à obtenir dans le cadre de la négociation. Et encore en dessous, c'est l'enjeu, c'est le besoin profond que votre interlocuteur cherche à satisfaire. Et toute la difficulté, évidemment, c'est de comprendre tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans près de 100% des cas, et je pèse mes mots, la position affichée par votre interlocuteur n'a rien à voir avec son enjeu véritable. Je donne un exemple très simple. On va changer d'univers, partons en grande distribution. Vous savez, les négociations commerciales les plus difficiles au monde, ça reste en grande distribution française. J'ai fait ça pendant plus de 7 ans de ma vie, je continue à en accompagner pas mal. Pourquoi? Elles sont aussi difficiles à cause du rapport de force. Okay, la négociabilité d'une situation dépend avant tout du rapport de force. C'est pour ça que sur certaines négociations, quand le rapport de force est complètement déséquilibré, trop déséquilibré, quelquefois ces négociations sont presque impossibles. Alors pourquoi c'est difficile en grande distribution? Parce que même si vous appelez Nestlé, vous êtes le premier groupe agroalimentaire au monde, voilà, quand vous négociez face à Leclerc, par exemple, vous ne pesez que 2% de leur chiffre d'affaires. Okay, et eux pèsent 25%, à 30% de votre chiffre d'affaires. Donc vous comprenez en fait ce déséquilibre qui va provoquer dans bien des cas des comportements un peu déviants de la part de certains acheteurs. Donc, regardez, je vous donne un exemple très classique sur une négociation que j'ai pu faire. Donc je représentais un fournisseur que vous connaissez très très bien, un fabricant de yaourts, et donc, mais il y en a plein. Et donc la position affichée par l'acheteur, il nous dit, on refuse votre hausse tarifaire. En tant que fournisseur, vous le savez, tous les ans, vous passez des hausses tarifaires. Position de l'acheteur, naturelle, refus de la hausse tarifaire. Okay, donc vous allez me dire, finalement, l'enjeu, il est financier. Alors, vous allez voir, c'est la beauté de la chose. Quel était son objectif? Rien à voir avec tout ça. Son objectif, c'était de toucher son bonus. Pourquoi? Parce que son bonus était calculé sur l'écrasement de la hausse. Plus il arrivait à écraser la hausse tarifaire, d'accord, plus son bonus était élevé. Ça va? Et quel était son enjeu? C'est de financer son voyage de noces. Rien à voir. Au Kenya, exactement, qui lui coûtait 7 000 €. Et pour nous, le manque à gagner du fait que la hausse tarifaire ne passe pas est de 12 millions d'euros. Alors, je ne vais pas vous dire qu'on a financé son voyage de noces. Avec la loi Sapin 2, c'est interdit. Mais on a fait des trucs. Et donc, du coup, ce qui est important derrière tout ça, encore une fois, c'est de comprendre véritablement l'enjeu. Alors, vous allez me dire, cet exemple, il est singulier. Il ne traduit pas, finalement, tous les cas. Et là, en fait, je vais vous dire, alors oui, il est singulier, mais par contre, il traduit une très, très grande majorité de cas. Pourquoi? Parce que je sois projeté sur des négociations sociales, commerciales, diplomatiques ou autres, et si on revient même sur la crise à Homs, là, le kidnapping, encore une fois, la position n'avait rien à voir avec l'enjeu. Et notre job, évidemment, c'est de comprendre l'enjeu. Le troisième élément,
parce que je vois que le temps passe très très vite, c'est qu'en négociation, n'essayez pas de convaincre quelqu'un. Dites-vous bien, une chose, c'est que les gens, ils ne cherchent pas à être convaincus. Vous pouvez avoir tous les plus beaux arguments du monde, vos arguments n'ont pas plus de valeur que ceux de la partie adverse. Pourquoi? Parce que dites-vous bien, à chaque fois que vous allez essayer de convaincre quelqu'un qui ne souhaite pas être convaincu, vous allez simplement vous opposer à ses résistances. Ça, c'est ce qu'on appelle en psychologie sociale le principe ou l'effet de réactance. Je ne sais pas si ça vous parle, mais si je vous le traduis comme ça, c'est dès lors qu'un individu a le sentiment que sa liberté d'action lui est ôtée de façon virtuelle ou véritable, il va agir à l'inverse de ce que vous attendez de lui. Donc je vous donne un exemple très simple. Si pendant le Covid, vous étiez anti-masque, vous savez, il y en avait une partie qui était anti-masque, plus je vous demande de porter des masques, moins vous le ferez. On est d'accord? C'est ça l'effet de réactance. Moi, je le vois quelquefois avec mon fils de 5 ans. On sort de la maison, je vais à gauche, il part à droite. Donc ça vous parle, ça. Il est relou, certes, mais en fait, c'est de l'effet de réactance avant toute chose. Et donc c'est pour ça qu'en négociation, notre job, en l'occurrence, c'est de convaincre personne. Notre job, c'est d'induire le changement. Et induire le changement, évidemment, ça nécessite beaucoup d'expertise, beaucoup d'expérience, qu'on ne pourrait pas résumer ici. Mais une des manières de le faire, c'est de questionner la position. C'est que finalement, derrière cette position, encore une fois, il faut comprendre l'enjeu. Et le fait de questionner la position, c'est ce qui nous permet, quelquefois, justement, de la comprendre. Je vais vous donner un exemple très simple sur un cas que j'ai géré simplement pour un ami. Sa femme refusait de se faire opérer parce qu'elle avait des convictions religieuses très très fortes. Elle fait toujours partie d'une petite communauté spirituelle, religieuse, aux croyances très rigides. Chacun ses croyances, on est là pour évidemment juger personne. Mais pourquoi elle refusait de se faire opérer? Derrière ce dogme, en fait, son enjeu réel, qu'est-ce que c'était? Elle avait peur d'être écartée de sa communauté, d'être jugée. Vous comprenez bien que si vous restez derrière cette position, devant cette position, il ne se passera pas grand-chose. Par contre, le fait de comprendre véritablement l'enjeu, c'est ce qui vous permettra peut-être de se trouver une solution négociée. Alors, juste pour terminer, parce que là je suis un peu en retard, c'est ça ? Non, ça va. Juste pour terminer, regardez. Vous savez, le monde dans lequel on vit est de plus en plus complexe. Je suis consultant pour les Nations Unies en négociation complexe. Et il y a 2 jours, j'étais avec Rabi El Haddad, qui est le directeur de la diplomatie multilatérale, qui est un très très bon ami à moi. Et on parlait justement de la difficulté de ces négociations, qui sont par moments les nôtres, notamment sur des négociations climatiques. Et en fait, pourquoi ce monde est complexe? Finalement, on arrive exactement à la même conclusion. Vous avez quoi? Une explosion démographique. On est 8 milliards sur Terre d'ici 2050. On sera 9,8 selon les chiffres des ethnodémographes de l'ONU. Vous avez une pénurie des ressources. Ouais, vous avez une accélération des crises financières. Vous avez une montée des eaux. Et tout ça va faire que tout se réduit à peau de chagrin et qu'on est de plus en plus nombreux. Et pourquoi je vous dis ça? Évidemment, ce n'est pas pour créer un climat anxiogène derrière tout ça. C'est simplement pour vous dire une chose. C'est que quand les gens vous diront, voilà, dans ces situations-là, qu'il n'y a plus beaucoup d'espoir, que finalement, il n'y a plus de place pour l'optimisme, ou que les méthodes classiques ont échoué, dites-vous bien une chose, c'est que les limites des autres ne doivent jamais devenir les vôtres. Merci beaucoup. Merci beaucoup.